Reçu de Monsieur Sébastien Chenu, une motion de rejet préalable, déposée en application de l'article 91, alinéa 10 du règlement. La parole est donc à Monsieur Chenu. Bonsoir. Merci, monsieur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, après quelques mois passés à écouter mes collègues de la France Insoumise dans cet hémicycle défendre une autre vision de la société, j'ai été étonné de voir cette proposition de loi pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. En effet, comprenez mon étonnement, alors même que je vous croyais encore attaché à l'idée que tout dans une société ne pouvait être contrôlé par le marché, mesuré par l'utilité sociale et trié en fonction de la rentabilité économique. Eh bien, je découvre cette proposition de loi que je respecte tout à fait, mais qui bat en brèche cette vision des choses. Quelle est loin, en effet, l'époque où l'idée du don contre don, développée par Marcel Mauss, le père de l'anthropologie française, faisait chemin. Quelle est loin l'époque où vous considériez, comme lui, que fonder une société sur l'économisme était faire un choix civilisationnel inacceptable. Quelle est loin l'époque où vous ne considériez pas l'homme comme un maillon de la chaîne du tout économique et où vous preniez en compte l'idéalisme et la spiritualité politique qui pouvaient mettre en mouvement l'humanité. En réalité, avec cette proposition, vous vous rangez à la doxa matérialiste. Cette doxa, vous la partagez avec le libéralisme politique que vous feignez ainsi de combattre sur ces bancs. Tout est matériel, tout est marchand. Mesdames et messieurs, à travers ce projet, dites-moi quelle place vous réservez pour l'homme dans votre futur idéal. Car il faut être bien naïf pour croire que c'est la valeur de la liberté qui sous-tend ce texte. Votre proposition de loi sur le suicide assisté participe de cette même idée matérialiste. Dans la vision qui sous-tend votre projet, les personnes en souffrance dans notre société, notamment les personnes les plus âgées, ne trouveront plus d'utilité sociale, notamment productive, devraient pouvoir être écartées de la société par la mort. Cela est encore plus grave lorsque ce sentiment est imposé par la société elle-même. Des pauvres, c'est-à-dire des gens dont la mort n'intéresse personne, écrivait Céline. Nous y sommes. Vous accréditez ainsi les paroles prononcées en 1981 par Jacques Attali. Celui-ci disait « Dès qu'il passe 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. La vieillesse est actuellement un marché, mais il n'est pas solvable. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. » Cette idéologie se résume aussi à une maxime. L'homme est interchangeable. Il est avant tout un facteur de production. Vous devenez ainsi la caution de l'atalisme. Votre internationalisme prolétarien étant déjà de l'ordre du sans-frontiérisme, vous pliez aujourd'hui philosophiquement devant un autre axiome, celui de l'atalisme. J'en prends pour témoin votre article 1er, qui dispose ainsi qu'une personne souffrant physiquement ou psychiquement de manière insupportable pourrait choisir d'être euthanasiée par un médecin. Là encore, vous pliez le genou face au libéralisme le plus individualiste en permettant à chacun de mettre fin à ses jours sans aucun droit de regard du reste de la société. Comme si cette décision ne regardait que l'individu et non l'ensemble des femmes et des hommes qui composent le tissu social. Il s'agit pourtant de la question de la place de l'homme dans la société. Il s'agit donc d'un choix anthropologiquement lourd qui ne peut être traité par chaque personne uniquement individuellement et peut-être moins encore lorsqu'elle souffre et se trouve dans un état terrible de vulnérabilité. La liberté individuelle n'est pas opposée à la place de l'homme dans la société. Elle ne peut en tout état de cause pas la remplacer. Chers collègues, je suis député du Nord et en tant que tel, je regarde facilement vers la Belgique, qui nous offre en la matière de tristes exemples. Parmi ces mauvais exemples figure notamment sa politique d'euthanasie et de suicide assisté, mise en place il y a maintenant plusieurs années. Il se trouve que l'arsenal législatif que vous souhaitez voir adopté par notre Assemblée est relativement similaire à celui de notre voisine. Or, le bilan de cette politique est certes bon, voire excellent économiquement, mais il est éthiquement et sociétalement catastrophique. À titre d'exemple, j'aimerais vous faire part de l'histoire de Laura, une jeune femme belge dont le récit de vie a été traité par les colonnes du Figaro. Laura est née dans une famille compliquée. Alcool, violence, maltraitance, cela n'a rien de drôle. Elle est recueillie par sa grand-mère alors qu'elle est encore enfant. Dès cet âge, elle vit une souffrance lourde au niveau psychique et les médecins peinent à la soulager. Elle découvre la pratique du théâtre, une pratique qui l'apaise et qui lui permet d'envisager la vie d'une nouvelle manière. Malheureusement, suite à une rupture amoureuse, elle tombe plusieurs années plus tard en dépression. Internée dans un hôpital psychiatrique belge, sur proposition d'un médecin, elle y découvre une jeune femme, elle-même dépressive, qui souhaite se faire euthanasier, car cela est possible en Belgique depuis 2002.
Inspirée par cet exemple, après une demande auprès d'un médecin, Laura enclenche le processus pour être elle-même euthanasiée. Aidée, elle y renoncera finalement. Cet exemple m'a touché, il me semble assez effroyable. Plutôt que de soulager cette jeune fille et de lui permettre de vivre dignement, on l'encourage vers le suicide. Plutôt que de l'aider à sortir de sa prison psychologique, à la guider vers sa liberté, on ferme une porte vers la vie. Votre proposition de loi ouvre une brèche profonde dans notre conception de l'homme, dans ce que peut être notre société. Par cette proposition de loi, vous risquez que d'autres, Laura, bien que dévastées par des vies compliquées, soient en capacité d'en finir, d'éteindre la lumière parce qu'elles considèrent elles-mêmes que leur dépression relève d'une souffrance psychique insupportable. Je reconnais qu'il est plus facile de tuer quelqu'un que de le soigner, mais permettez-moi de ne pas choisir cette philosophie de vie. En outre, l'exemple belge est révélateur du glissement progressif de la loi. S'il vous plaît. On ne tue pas aujourd'hui que des personnes incurables, mais aussi des personnes qui sont juste mal dans leur peau. Il existe un grand nombre de dérives. Une étude belge des universités libres de Bruxelles et de Gand a notamment révélé que 27% des euthanasies pratiquées en Flandre et 42% de celles réalisées en Wallonie sont pratiquées sans aucune déclaration aux autorités. Cette même étude précise que souvent, un second médecin n'est même pas consulté pour autoriser la pratique de l'euthanasie, quand bien même cela est normalement obligé selon la loi belge. L'ouverture de ce droit à l'euthanasie et au suicide assisté ouvre une véritable boîte de Pandore. En commençant par proposer le strict minimum, nous irons peu à peu vers des mesures toujours plus difficiles à encadrer, aux conséquences plus importantes que leurs propres auteurs ne l'imaginent eux-mêmes. C'est cela qui s'est produit en Belgique. Alors que la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté ne concernait que des adultes exclusivement, en 2002, lorsque la loi a été adoptée, eh bien elle s'est élargie aux enfants à partir de 2014. Cette politique des petits pas nous fait changer de monde, nous fait changer d'équilibre, nous fait changer de respect des libertés individuelles également et nous amène finalement vers un monde uniquement régulé par des contingences financières et économiques. Si gouverner, c'est prévoir, légiférer, c'est aussi prévoir. Sachez donc imaginer ce que pourrait être le futur lorsque vous proposez ces propositions de loi qui ouvrent certes notre réflexion individuelle, sensible, transpartisane et dont chaque expression est respectable. En ce sens, la représentation nationale s'est déjà entendue pour la loi Leonetti II. Pourtant, cette loi a elle-même ouvert une première brèche. La sédation profonde, introduite par voie législative, ne servait plus à soulager les patients dans la douleur, mais à donner la mort. Il s'agissait d'une euthanasie déguisée, n'octroyant aucune clause de conscience pour les médecins. C'est cette loi qui nous amène aujourd'hui à discuter du suicide assisté. Alors oui, il nous faut du courage pour refuser ces dérives et il faut des législateurs mobilisés pour défendre un message de vie et un message de défense de dignité des personnes, quelle que soit leur situation et quel que soit leur âge. Et non, je ne vois pas en quoi il est digne d'abandonner une personne en la poussant vers une demande d'euthanasie. La dignité de l'homme passe avant tout par s'occuper des plus faibles d'entre nous et dans le même temps reconnaître que nous ne sommes pas tout puissants à accepter d'être aidés par les autres. La vie humaine a une fin, celle-ci doit être digne, là est l'enjeu. Comment rester humain si nous ne pouvons exercer notre humanité ? Oui, la personne âgée en fin de vie, le malade en phase terminale ou le jeune dépressif mal dans sa peau ont bien une place dans notre société et cette place est ô combien importante car ils permettent aussi au reste de la société d'exercer pleinement son humanité. Car ils démontrent à ceux qui souffrent que leur souffrance est prise en compte et que tous les moyens doivent être mis en place pour soulager ces souffrances. Non, je ne considère pas qu'être une charge pour ces enfants ou pour la société est indigne. En réalité, je vous le dis, cette initiative parlementaire est symptomatique de la réaction de notre société face aux grands enjeux qui nous assaillent. On cache les problèmes. Plutôt que de soigner le patient, on préfère le tuer, voire plus grave, on préfère le pousser à demander à être tué. Je le reconnais, pour gérer la fin de vie, l'euthanasie est plus simple et moins coûteux. Mais promouvoir cette solution de facilité est là ce qui donne un sens à notre société. Alors oui, chers collègues, nous cherchons ensemble des alternatives. Sans doute plus compliquées. S'il vous plaît, attendez, Monsieur Chenu, une seconde, s'il vous plaît. Monsieur Chenu, je vous interromps une seconde, s'il vous plaît. On a eu un débat très digne sur un sujet particulièrement humain et sensible. Je propose qu'on garde la même tonalité et qu'on ne s'invective pas, surtout sur des sujets comme ceux-là. Donc je propose qu'on respecte profondément les avis de chacun et qu'on laisse l'orateur poursuivre en l'écoutant. Monsieur Chenu, vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Je respecte vos avis, Mesdames, Messieurs. Respectez le mien, je crois qu'il est respectable. Je crois que je représente aussi, à travers ce discours, une partie des Français ou des positions que peuvent avoir un certain nombre de Français sur ce sujet. Je le reconnais, pour gérer la fin de vie de l'euthanasie, je le disais, l'euthanasie est plus simple et moins coûteux. Mais promouvoir cette solution de facilité, est-ce ce qui donne un sens à notre société? Alors oui,
Nous cherchons des alternatives sans doute plus compliquées à mettre en œuvre, sans doute plus coûteuses aussi, mais surtout, je le crois profondément, plus humaines. En tant que parlementaires, nous nous devons d'être ambitieux. Il aurait dû s'agir de proposer en réalité une augmentation des crédits alloués aux soins palliatifs, c'est-à-dire à ces soins qui ont pour objectif de soulager la douleur et les souffrances des personnes malades ou en fin de vie. L'accès aux soins palliatifs est aujourd'hui très inégalitaire. Nombre de personnes souhaitant bénéficier ne le peuvent pas. D'une part, les médecins sont insuffisamment formés à ces soins. D'autre part, les moyens sont réduits à l'accès aux unités de soins palliatifs, les USP, et il est très difficile cet accès. Selon un rapport publié par le Comité consultatif national d'éthique en 2014, il existe en France un non-respect du droit d'accéder à des soins palliatifs pour l'immense majorité des personnes en fin de vie. En effet, près de 80% des personnes qui souhaiteraient en bénéficier n'auraient pas de place en USP. Les structures sont insuffisantes, inégalement réparties sur le territoire, puisque 70% des lits d'USP sont concentrés sur 5 régions. Ainsi, en matière de santé, la fracture territoriale est terrible. Il faut entendre certains spécialistes aussi vous dire que lorsqu'on s'occupe correctement d'une personne en fin de vie, elle ne demande plus automatiquement l'euthanasie. Souvenons-nous d'Andromaque et de son rire en pleurs. La force de vie est souvent plus forte. Et puis les sondages, vous les évoquez, mais moi je considère que ces sondages ne sont pas sincères puisque aucune alternative entre d'horribles souffrances et l'euthanasie ne sont proposées dans ces sondages. Or, ces alternatives, elles existent, mais elles coûtent plus cher que l'euthanasie. En dehors des soins palliatifs, pour toutes ces personnes souffrant de troubles psychiques ou psychologiques, eh bien, nous devons aller plus loin dans la reconnaissance de leur détresse. Nous devons surtout être capables de former plus de psychiatres également dans notre pays, car nous sommes face à une pénurie de médecins psychiatres, ce qui rend la tâche compliquée pour des médecins généralistes de bonne volonté, mais non formés à ce genre de prise en charge. Par ailleurs, il nous faut aussi augmenter les moyens des EHPAD. Nous en avons parlé cette semaine. Il est vrai de dire que les moyens sont tout à fait insuffisants dans les EHPAD, mais franchement, 2 jours après les grèves de personnel dans les EHPAD, qui dénonçaient un manque de moyens eux-mêmes, proposer un tel texte me semble d'un parfait mauvais goût. Même le plus libéral de la droite de cet hémicycle n'aurait pas osé. Il existe aujourd'hui des solutions pour accompagner les personnes en fin de vie du fait de la maladie ou de la vieillesse vers la dernière étape de la vie, qui est la mort. On sait aujourd'hui soulager la douleur techniquement, mais ce que l'on doit avant tout faire, c'est changer les mentalités, changer le regard sur nos aînés ou sur nos malades. On le sait, non seulement la vie est dure, mais en plus elle est courte. Il est urgent, et je reprends mes propos du début, je m'étonne que ce soit nos collègues des Insoumis qui proposent ce texte, car il est urgent de quitter cette vision utilitariste de l'homme. Alors mes chers collègues, je vous propose de voter cette motion de rejet préalable, car le texte est non seulement inopportun, mais probablement dangereux pour notre société et pour la vision de l'homme que nous en faisons. Mais surtout parce que nous ne devons pas faire plutôt l'économie de toutes ces solutions d'accompagnement que j'ai évoquées. Oui, il y a des choses à faire pour aider les plus fragiles d'entre nous à franchir le plus paisiblement l'étape de la mort. L'euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des solutions, sauf si votre vision de la société se résume à des contingences économiques. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse, disait Albert Camus. Pour que le monde des hommes ne se défasse pas au profit du monde du fric, je vous propose de voter cette motion de rejet.